Aujourd'hui, point d'ordre, Madame la Présidente. Christine Sinclair a dit un gros mot sur la colline du Parlement. 3 matchs, 3 défaites, aucun but. Le CF Montréal, c'est le Canada en 86. Et le soccer est un jeu simple. 22 joueurs courent après le ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est Gary Lineker qui gagne. Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. On a personal note, I've never been more insulted than I was by Canada Soccer's own president, Nick Bontis, last year as we met with him to discuss our concerns. I was tasked with outlining our compensation ask on behalf of the women's national team. The president of Canada Soccer listened to what I had to say, and then later in the meeting referred back to it as, quote, what was it Christine was bitching about? To me, this spoke volumes about the lack of respect Canada Soccer has for its women's national team. As a team, we do not trust Canada Soccer to be open and honest as we continue to negotiate for not only fair and equitable compensation and treatment, but for the future of our program. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Tellement Soccer. Olivier Tremblay avec vous. Assun Camara, allô? Olivier, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va mieux que, je pense, Nick Bontis, qui n'a pas passé une très bonne semaine. Oh, je pensais que tu allais me dire ça va mieux que ton week-end que tu as sûrement dû passer. Raconte-moi un petit peu ce que tu as fait ce week-end. Tu parles sans doute de la finale du Brier que j'ai regardée hier Exactement. soir. J'ai regardé la finale du Brier, c'était formidable. Mais pas seulement, je Pas parle aussi seulement. je parlais aussi de la lutte, moi. Oui, on a parlé de lutte la semaine passée. Hein? C'est Là, vrai. visiblement, ça t'a donné le goût. Mais je suis oui. allé à la lutte. À l'Olympia, samedi soir, c'était très violent, c'était très sanguin. Ouais, J'ai été très diverti. J'ai vu une de tes stories, ça m'a vraiment marqué. Vraiment, vraiment. La prochaine fois, tu viendras. Ah, écoute, pour voir des lutteurs sauter du balcon, Ouais, prendre des tables. ouais, ça sautait du balcon dans C'est les ça, tables. Ouais. Je pense que ça me donne... ça pique ma curiosité, il faut que j'y aille avec toi un jour. Ouais, c'est ça, toi, les affaires, hein? Les affaires dégueulasses, hein? T'es attiré par ça. Écoute, j'allais dire, ça va faire un lien, ça serait un petit peu chargé un peu. Ouais, un peu beaucoup. Un peu, chargé un peu. On répète des mots ici. On a vu en introduction Christine Sinclair au Comité permanent du patrimoine canadien. Ça se passait jeudi dernier. Janine Beckie, Quinn, Sophie Schmidt et Christine Sinclair qui ont témoigné. On a suivi ça, on était ensemble dans la salle des sports, on regardait ça à Sun. J'ai le goût de dire qu'il n'y a pas eu énormément de nouveaux dans le contenu de cette audience-là qui a duré à peu près 2 heures. Mais clairement, on a fait sentir que le lien de confiance entre les athlètes et Canada Soccer est brisé. On l'a entendu dans l'extrait de Christine Sinclair, Nick Bontis, qui, selon son témoignage, a tenu des mots extrêmement durs envers la capitaine de l'équipe nationale, la joueuse emblématique du Canada, je pense, hommes et femmes confondus. Qu'est-ce que tu as retenu de cette audience-là? Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité particulièrement? On sentait que les filles étaient fâchées justement de la situation et qu'il y avait au moins une mésentente qu'on voulait peut-être établir. Mais là, j'ai vraiment pris conscience en fait du profond malaise et du lien de confiance qui est totalement rompu entre la fédération et les joueuses. On sent qu'elles sont touchées humainement. On a parlé de l'aspect sportif, mais moi, c'est plus humainement, en fait, où j'ai été touché, où j'ai senti le manque de respect qu'elles pouvaient vivre et de se dire qu'en tant que femmes, tout simplement, elles ne sont pas respectées, à l'instar du témoignage de Christine Sinclair. Et c'est vrai que ça doit marquer justement une prise de conscience générale. Même si je dois avouer que j'attendais, disons, des premières peut-être réponses ou pistes d'idées de la part du comité. Ce que j'ai vu, c'est un comité qui écoutait tout simplement et qui voulait avoir le maximum d'informations pour rebondir au mieux pour la prochaine réunion avec la fédération. Et ça va se passer le 20. Exactement. Les dirigeants de Canada Soccer sont attendus le 20 mars. Exactement. Donc, jour de balado, par ailleurs. Aussi, ça va être... on va voir comment on s'organiser autour de ça. On va s'en reparler. Exactement. Et c'est vrai que j'attendais peut-être des premières peut-être réponses ou pistes d'idées qu'on pouvait avoir. Donc, c'est ce qui m'a manqué dans cette première réunion. Mais disons, en tout cas, j'espère que le comité aura toutes les armes aujourd'hui pour pouvoir mettre face à ses responsabilités la fédération, tout simplement. Tu as mentionné que ça pouvait être dur sur le plan personnel pour les joueuses, la manière dont on les a vues répondre pendant tout ce temps-là aux questions. Puis on s'en sort pas. Hein. Il y a toujours des cyniques sur les réseaux sociaux. Puis pendant la Coupe She Believes,
la performance sur le terrain en a laissé certains sur leur faim, puis dire, ben là, c'est dur de revendiquer. C'est dur, quand non, on- non, non, ouais. non, non. Je pense que l'audience est venue confirmer ça, parce que ça, on ne l'a pas nécessairement vu beaucoup, mais après l'audience, les joueurs sont allés rencontrer les journalistes pendant 5-6 minutes. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Elles étaient épuisées. Elles étaient réellement épuisées de cet exercice-là. Donc, je pense que ça permet de me remettre en perspective un peu cette fenêtre de négociation ou de non-négociation qu'il y a pu y avoir avant la Coupe She Believes. On parlait de lien de confiance. Le truc dont on n'a pas parlé, c'est juste avant, sur l'heure du midi, un jeudi, Canada Soccer qui publie un communiqué qui décrit essentiellement le contenu des négociations Ouais. avec les joueurs. Vous l'avez sûrement tous vu et lu. Beaucoup, beaucoup de stock là-dedans. Je l'admets volontiers. Je pense que ça m'a pris 5-6 lectures pour tout absorber parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et évidemment, on essaie de se mettre le plus beau possible quand on fait ce genre de communication-là. Ou à l'inverse, peut-être qu'on a envie de décrédibiliser les filles au mieux. Voilà. On Ouais. essaie de faire un savant mélange des deux, j'ai l'impression, surtout avec le moment qui a été choisi pour sortir Exactement. Moi, je pense que le timing, le moment, comme tu le dis, et la façon dont le communiqué a été fait, bah, je le vois plus là encore comme un tacle glissé par derrière pour faire une image de ce qu'on peut voir sur le terrain. Je trouve pas ça fair-play du tout. Dans l'idée où on sait que ces filles-là avaient envie de s'exprimer, d'exprimer les injustices, mais aussi leurs émotions personnelles, parce que on a senti, comme je l'ai dit, là, que humainement, ça les a vraiment pris. De voir un communiqué sortir de la sorte, moi, je l'ai plus vu comme un affront, comme un manque de respect, encore une fois. C'est ce que Janine Becky a dit carrément, Tout que c'était simplement. un énorme manque de respect. Exactement, parce qu'elles ont préparé leur converse, elles ont préparé la façon dont elles voulaient communiquer, et puis voir apparaître ce type de communiqué quelques heures avant, forcément c'est fait pour décrédibiliser ces filles et dire que regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on a avancé, il n'y a limite aucune raison d'aller devant le comité et s'exprimer, alors que non, elles ont le droit d'exprimer leurs revendications. D'autant plus que, puis là c'est encore Janine Becky qui disait Ouais. ça, il y avait des choses selon elle dans cette communication-là de Canada Soccer qu'on leur avait même pas communiqué à elle. Donc, quand on parle de contenu des négociations, de trucs qui se passent derrière porte close, il y a des trucs qui étaient nouveaux même pour elle. Oui, c'est ce que je dis. L'idée, c'est de les décrédibiliser dans la sorte. Voilà. Où tu vas arriver devant un comité, puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont... c'est de les mettre face à... dans l'idée, en fait, de revendiquer des choses qui sont déjà actées par la fédération et de les décrédibiliser, en fait, à travers cet acte-là. Et moi, je trouve ça super bas, en fait, parce que c'était vraiment pas le moment ni le lieu pour faire ça. Vraiment, vraiment. On a également rappelé du côté des joueuses dans cette audience-là que malgré la démission de Nick Bontis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a dit même que Charmaine Crooks, la présidente par intérim, n'avait pas communiqué avec elle depuis sa nomination et que sa première action comme présidente essentiellement a été ce communiqué-là. Ouais. As-tu été surpris par la teneur des propos qui ont été tenus envers Charmaine Crooks? Parce que, bon, oui, Christine Sinclair a dit... Et puis, elle le dit en anglais, c'est un peu dur à traduire, de dire « I appreciate that ». C'est pas qu'elle apprécie la nomination de Charmaine Crooks, c'est qu'elle reconnaît un peu la valeur que ça peut avoir. Mais du reste, on a été très dur envers elle. Oui, 100%. J'ai été surpris à 100%. Parce que et j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, pensant qu'elle pouvait représenter et qu'elle pouvait réunir toutes les qualités possibles. On en a parlé en effet. Dernière. Oh boy. Où elle pouvait justement réunir toutes les qualités, je veux dire, au premier coup d'œil. C'est une femme, une ancienne athlète, athlète olympique. Elle a de l'expérience dans ce type d'organisation. Elle a un certain vécu et peut-être qu'elle pouvait incarner tout simplement ce changement. Et on sent que même là, il y a quand même une fracture ou une méfiance, en tout cas très très forte à ce niveau-là. Et c'est peut-être le moment qui m'a le plus surpris, moi, de ces discussions-là. Je pensais qu'on avait pris un virage qui pouvait faire en sorte que les filles soient vraiment contentes de voir une personne incarner toutes ces qualités-là. Et puis finalement, on sent beaucoup de scepticisme, tout simplement, et de se demander si elle est la bonne personne au bon endroit. Donc oui, ça m'a vraiment surpris et j'ai hâte de voir comment les choses vont s'ajuster, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir avancer de la meilleure des façons. On a essayé un peu d'amener les joueuses sur ce terrain-là, de qui elles aimeraient voir à la présidence de Canada Soccer. On a eu
on n'a pas grand-chose, quelques pistes. On veut clairement que ce soit une certaine forme de renouveau. Et ça a un peu inspiré la question qu'on a posée aux auditeurs de Tellement Soccer. Merci d'avoir répondu. Si vous accédiez à la présidence de Canada Soccer pour une journée, quelle serait votre première action, essentiellement? Simon Kremer qui continue à faire des références à Ted Lasso en disant « J'embauche Keely Jones », qui est l'assistante dans Ted Lasso. Ça recommence cette semaine, ça, d'ailleurs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir va réserver à mademoiselle Keely Jones. On a un autre cabotin, Jérémy Larouche, là, que j'aime bien. Comme tout bon remplaçant d'école, je rentrerai dans la classe avec la TV. Tout simplement. Ben oui, on va regarder un film pendant notre seule journée à la tête de Canada Soccer. Sinon, ben, il y a un grand thème. Ça ne te surprendra pas, ça ne surprendra personne. Un grand thème qui revient. Puis j'ai choisi la réponse de Benjamin qui dit que s'il était président de Canada Soccer, il irait sur Google pour entrer la recherche équité salariale. Donc ça, c'est revenu évidemment très souvent. Certains qui proposent même de payer les femmes plus cher que les hommes. Marc-André qui dit qu'il briserait le contrat avec One Soccer. Et ça nous amène justement sur Canadian Soccer Business. Ouais. Et il s'est fait de la politique dans ce comité-là, forcément. Je pense que du côté conservateur, on essayait de faire dire aux joueuses que Sport Canada et le gouvernement libéral n'avaient pas fait grand-chose pour elles. Je pense que ça trahissait une certaine méconnaissance des règles de la FIFA sur l'ingérence politique. Puis je pense que Janine Becky a dû appuyer sur ce boutron-là. Mais je pense au député M. Housefather, par exemple, qui disait qu'il avait très hâte de lire ce contrat-là. Ouais. Quand il expliquait que d'habitude, une garantie, c'est pas un minimum, c'est-à-dire c'est pas un maximum, ça plafonne pas. Tu as un certain minimum et tu profites ensuite de ce que tu gagnes. Donc, exactement. Je pense il y a certains qui ont reproché aux députés de ne pas avoir fait leur travail suffisamment, mais à la lumière de au moins ce qu'on a pu entendre sur ce plan-là, je pense qu'ils se léchaient babine un peu là, en vue du vin. Ils ont hâte de voir les dirigeants de Canada Soccer. Donc voilà, on est supposé normalement connaître la teneur de ce fameux contrat. Léa qui propose de mettre tout le monde dehors et de rebâtir Canada Soccer, qui est un fiasco total, rien de moins. Hein, on se met des gants de boxe puis on y va. Ça, c'est intéressant, Pascal, qui dit multiplier les moyens dans les provinces pour que de nouvelles générations de qualité émergent. Ça, c'est un truc intéressant sur lequel les joueurs ont insisté souvent, plus souvent que ce que j'imaginais en audience, de parler de comment le système de développement des athlètes au Canada qui avait des lacunes puis qu'on arrivait en équipe nationale presque par chance. Oui, exactement. Quand même, c'est un constat qui est rough, là. Oui, c'est ça, qu'il n'y avait pas de structure ou d'enseigne qui vous permet de faire développer les plus jeunes et les amener au mieux au niveau professionnel ou même, je veux dire, amateur, mais à un excellent niveau. Et plus que ça, moi, ce qui m'avait marqué aussi lors du comité, c'est vraiment une phrase qui m'a vraiment marqué. La phrase choc. Oui, c'est vraiment celle où on a mis en lumière le fait d'utiliser les femmes pour avoir une ligue masculine. Donc on utilise les femmes à travers ce qu'elles génèrent en termes de revenus. On signe un contrat fructueux. Et avec cet argent-là, on pourrait s'imaginer qu'il y a une ligue masculine et féminine qui puisse justement se développer derrière. Mais il n'y a pas de projet embryonnaire de ce côté-là. Là. On a été, là encore, uniquement pour les hommes. Faire une ligue pour les hommes en oubliant complètement en fait l'aspect féminin. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, quand on parle justement d'injustice et de fait d'utiliser les femmes sans totalement prendre en compte ce qu'elles peuvent générer, le fait qu'elles soient championnes olympiques, le fait qu'elles aient fait rêver des jeunes filles aujourd'hui qui rêvent de pouvoir imiter ces filles-là, et tu te rends compte que non, là encore, on absorbe justement la sueur qu'elles laissent sur le terrain pour aller en faire profiter les hommes, encore une fois. Donc quand on parle justement d'inégalité systémique, en voilà un concret et qui est irréfutable tout simplement. Et ça, je trouve que c'est peut-être le moment qui m'a le plus marqué dans le témoignage face au comité. Moi, c'est une formulation qui était bien choisie pour marquer l'imaginaire, justement. Olivier, c'est pas mon burner account, Olivier qui dit « Créer un centre national au stade olympique ». Ça, je ne sais pas si je suis nécessairement d'accord avec ça, mais ça m'amène sur le point du Centre national. Et ça, j'espère que ça va être abordé le 20 parce que c'était sorti il n'y a pas si longtemps que Canada Soccer avait l'intention d'établir un Centre national d'entraînement à Vaughan, en Ontario, sans faire d'appel d'offres. Il y a encore des histoires qui ont l'air un peu nébuleuses autour de ça.
Si vous êtes à l'écoute là, au comité, là, le 20, peut-être poser une question là-dessus, ça serait le fun. Également, l'aspect des maillots, hein, Annie et Émile qui nous parlent des maillots, comme président de Canada Soccer, ils s'assureraient que les entrepôts de la boutique en ligne soient bien fournis, qu'on commanderait un nouveau maillot à l'équipementier, qu'on ferait une méga commande, ce genre d'affaires-là, hein, c'est un enjeu de tout temps à Canada Soccer. Et une dernière réponse, Rénaud Jérôme qui dit qu'il ferait un audit complet de la fédération pour corriger les mauvaises gestions en tout genre, d'accord, ça va, qui donnerait les mêmes moyens à l'équipe féminine qu'aux hommes. Oui, tout à fait. Et il ferait entrer Assun Camara au temple de la renommée de Canada Soccer. Ah, j'allais dire bonne idée. Ben, j'espère que tu trouves que c'est une bonne idée, Assun Camara. mais je veux dire, c'est gentil pour l'attention. C'est gentil pour la pensée. On verra s'il y aura des questions là-dessus aussi, le 20. Hein? On verra. Mais voilà, on en reparlera de comment ça va s'articuler. C'est un jour de balado, c'est le 20 mars. On va garder nos plans secrets pour l'instant, mais on a toutes sortes d'idées, c'est sûr qu'on va garder un œil là-dessus. Yes. Et sinon, entre-temps, on va regarder le terrain aussi parce que c'est l'ouverture locale du CF Montréal qui s'en vient ce week-end. Écoute, moi, je suis un entraîneur offensif. Je pense que c'est la première fois que j'arrive dans 3 matchs affilés sans marquer de but et ça fait du mal. Et en plus, parce qu'on a bien travaillé à la semaine, et même d'essayer de trouver des solutions contre 2 lignes de 4. Après, ils sont passés avec une ligne de 5. Même si Nashville joue à la maison, ils jouent intelligemment. Ils ne donnaient pas de cadeaux et ce n'était pas facile de marquer de but. Donc, on va continuer de travailler. C'est au début de saison. On savoir que pour toutes les équipes canadiennes, au début de saison, sont difficiles. Mais le prochain match, c'est à domicile et on va faire beaucoup plus que tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Il ne marque pas de but, Assun. On dirait moi sur le terrain. Je veux dire, tout simplement. c'est là qu'on est rendu. Là. Une autre défaite donc, du CF Montréal, 2-0. Début de Jacob Schaffelberg et Taylor Washington pour Nashville qui s'est donc imposé par cette marque-là de 2-0. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dur, hein? C'est dur. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? C'est dur parce qu'on plonge exactement là où on ne voulait pas aller, tout simplement, après une crise d'intersaison. On se posait beaucoup de questions en dehors du terrain. On voulait savoir si on allait être rassuré sur le terrain. Et le constat est que c'est difficile et que les interrogations sont encore plus grandes. Ce que j'ai vu, moi, c'est une équipe qui a du potentiel, qui a de la qualité, c'est vrai, mais je veux dire, au haut niveau en MLS, c'est l'efficacité qui fait la différence. Et on sent justement que on est totalement déficient, que ce soit dans les deux surfaces justement. Et Nashville, je veux dire, ils ont été super efficaces. C'est un match ultra pragmatique, en fait. Et ils sortent de là, tranquillement, entre guillemets, avec les 3 points. Et ils passent à autre chose le samedi d'après. Et j'ai l'impression qu'on vit la même chose à l'inverse avec le CF Montréal aujourd'hui, où on a l'impression qu'on va mettre en place des choses, qui va avoir du potentiel sur les matchs, mais qu'on va sortir de là avec 0 point et puis place au prochain match. Donc, moi, j'adhère pas au discours aujourd'hui du coach. Bien entendu, il a le bon rôle de se donner du temps et de dire que là, les il y a équipes d'affaires. canadiennes... Il n'est pas pour dire il est trop tard, mettez-moi à la porte. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc, vaut mieux. Et moi, non, j'ai envie de dire que là, aujourd'hui, il y a urgence. Il faut se le dire. La réalité, c'est qu'il faut des points. Et pour avoir des points, il faut adhérer à une certaine philosophie qui fasse concrétiser les choses. Et je ne vois pas ce qu'on nous a promis, en fait, d'avoir une équipe en transition qui fasse la différence, qui percute et qui soit ultra agressive dans les surfaces de réparation. Comme le premier but de Nashville, maintenant. Tout simplement. Et le but dans l'exécution, il est je regardais ça entre 2 coups de néon là, à la lutte. Ça m'a au moins permis parce que dimanche, j'ai pu regarder le match en intégralité sur le truc de la pomme. Là. Ça m'a permis de au moins comprendre comment tu peux regarder les matchs en différé. Mais je regardais ça, c'est un but, je t'ai envoyé ça par texto, c'est un but inutile. C'est inutile, exactement. Ce but-là, le premier but de Schaffelberg. D'ailleurs, je ne vais pas me faire prophète de malheur. Là. La semaine passée, c'est un ancien du CF Montréal qui marque. Là, ce week-end, c'était un ancien Torontois. Puis là, c'est Joaquin Torres qui s'en vient au Stade olympique. Là. Pour perpétuer la tradition, la mauvaise tradition. Mais c'est ça, je voyais pas c'est un but inutile. Puis je comprenais pas ce que le CF Montréal essayait
de Mais faire, c'est- je veux dire, oui. mettre des centres à répétition sur Walker Zimmerman, c'était quoi l'idée? Oui, c'est exactement ça. Quand on Je parle de... comprends pas. C'est là où je veux en venir, Olivier, c'est en termes de philosophie, on en a parlé. On nous a expliqué à quoi s'attendre cette année-là. Et plus que ça, j'ai envie de dire, on nous a expliqué que Wilfried Nancy n'était pas parti avec la valise tactique à Columbus, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question-là. On a l'impression d'avoir une équipe qui est un petit peu perdue, qui se pose beaucoup de questions. Ils sont prendre deux idées, on dirait. Entre deux idées, plus que ça, même des questions sur... je ne sais pas si on va rebondir après, mais on a Rudy Camacho qui déclare concrètement qu'ils ont besoin de renfort. Là. Ils ont besoin Joe Waterman aussi. Là, exactement, et qu'ils ont besoin de renfort et que ça ne va pas. Donc, quand tu as ces déclarations-là, bah, en tant qu'ancien joueur, je peux te dire que ça, c'est très révélateur. Ça veut dire que dans le vestiaire, bah, on donne le maximum, mais on se dit qu'on n'est pas aidé par les différents changements qu'il y a eu, les départs de joueurs, Kai Kamara, un joueur qui aurait pu énormément aider dans ces circonstances, quand tu parles de centre dans la surface. Donc forcément, tu te poses des questions, tu vois beaucoup de jeunes aussi arriver. On a dit la semaine dernière que c'était une excellente chose, mais à condition d'avoir un cadre qui fasse que ces jeunes puissent s'exprimer au mieux et puissent accompagner un groupe déjà étoffé, déjà fort et déjà prêt à mettre en place une philosophie sur le terrain. Sauf que là, bah, y a beaucoup de questions et j'ai envie de dire qu'on envoie au charbon entre guillemets les jeunes et là ça devient compliqué pour tout le monde. Si on parlait justement des centres avant d'aller sur les propos d'un Joe Waterman par exemple. Aaron Herrera, 8 centres, 1 réussi. Chouanière, Mathieu Chouanière, j'allais dire David Chouanière, il n'était pas dans ce match-là. Mathieu Chouanière, 6 centres tentés, 1 réussi. Et Joel Waterman en a tenté 4, Romel Kieto en a tenté 3, en a réussi combien? Sans regarder la feuille? 0. 0. Donc, bravo à Walker Zimmerman qui a réussi 11 dégagements, je pense, de mémoire. Ouais. Qui aurait pu prévoir que Walker Zimmerman serait bon dans sa propre surface? C'est complètement nouveau. Mais oui, Joel Waterman, donc, qui se fait poser la question, est-ce que cet effectif-là, essentiellement, a ce qu'il faut, pour paraphraser, puis il dit oui et non. Oui et non, puis ça sonnait un peu comme justement un désaveu de la composition de l'effectif, puis des jeunes qui sont là, puis tout ça. Tu en as parlé un peu, mais quelle influence ça peut avoir dans un vestiaire, ce genre de propos-là? Est-ce que ce matin, en arrivant dans le vestiaire, il faut que Joel Waterman fasse un speech un peu à tout le monde pour s'expliquer? Oui, moi je pense qu'il va, à mon avis, il risque de se faire tirer les oreilles par Olivier Renard. Parce que non, dans la maîtrise de la communication, c'est vrai que c'est beaucoup de frustration, on peut le comprendre dans un sens, et en même temps... C'était son premier match en plus. C'est ça, c'est que ça met... ça met sous le camion, en fait, les jeunes, tout simplement. C'est pour ça que je parle de cadre établi. Lorsque tu es fort et que tu as, je veux dire, t'as des victoires accumulées ou sur le terrain, ça se passe très bien, intégrer des joueurs, des jeunes joueurs, bah, ça peut aller. Mais lorsque tu vois justement qu'il y a beaucoup de fébrilité, que même tes cadres se posent même la question de savoir si on a le niveau pour être en MLS aujourd'hui, bah forcément, ça fait poser des questions. Ça fait poser des questions quant à certains départs. Quand je parlais de Kai Kamara, forcément, on sait l'influence qu'il avait dans le groupe. Moi, j'ai été marqué par les réactions de tous les joueurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Très apprécié dans le groupe. Très apprécié dans le vestiaire, et on sent que c'était un élément important pour avoir une dynamique aussi positive dans un groupe. Et forcément, son départ a laissé des marques. Donc ce type de déclaration n'aide pas et en même temps nous donne beaucoup d'indications nous disant que bah là, ça commence justement à être compliqué pour l'équipe. Joel Waterman nous dit que ça prend l'eau un peu. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça devient compliqué. Ouais. Et là, ce qui n'aide pas, c'est qu'en plus, il y a des blessures. Sam Piet n'a pas participé à cette rencontre-là. Ouais. Lassi Lapalainen, que j'aurais été surpris de voir sortir à la pause si j'avais regardé le match samedi, mais je l'ai regardé dimanche en sachant qu'est-ce que Hernan Losada avait dit. Blessé, c'est pour ça qu'il est sorti à la pause, visiblement. Est-ce que ça perpétue certains doutes sur la préparation physique à ce moment-là? On y revient forcément. Forcément, tu vas te poser beaucoup de questions sur... c'est des trucs musculaires là, depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai. Qui, à répétition, justement, nous enlève des joueurs cadres. Donc forcément, tu te poses des questions à ce niveau-là. Mais moi, j'ai envie de dire que quand dans la tête, ça ne va pas, forcément, après, musculairement ou physiquement, on risque d'avoir des problèmes. Et moi, je pense vraiment que c'est dans cet aspect-là où l'équipe a perdu confiance. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont totalement changé d'une saison à une autre. Dans le paradoxe où tu as une saison extrêmement brillante l'année d'avant. Et moi, je pense que c'est tout cet imbroglio-là qui nous rend
perplexe un petit peu, qui nous donne le spectacle qu'on a sur le terrain. On a une équipe qui est entre deux, qui ne sait pas comment gérer, comment aborder les matchs. Et c'est le reflet de tout ce qu'on a vu. Donc, non, mais ils s'en viennent à domicile contre c'est Philadelphie. Qu'est-ce qui peut mal aller? Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile, justement dans l'idée justement de faire le jeu, de se projeter et d'éviter d'avoir les contres. Ça risque d'être difficile. À Nashville, tu avais peut-être 65%, entre 63 et 65% de possession de balle. Mais 0,2 buts attendus. C'est ça, la réalité, c'est ça. C'est que dans l'efficacité, quand on parlait justement d'efficacité dans les surfaces, tu n'y étais pas. Donc, est-ce qu'on va avoir autre chose, une autre dynamique à domicile? J'ai envie de voir comment va se comporter l'équipe, mais il faut absolument gagner. Il faut les 3 points, parce que si tu pars de là avec une défaite ou même un match nul à domicile, là, ça risque d'être extrêmement compliqué sur 4 matchs de ne pas capitaliser. Avec un meilleur Wanyama, peut-être? Moi, il me semble que l'influence de Wanyama, je la sens pas du tout. Là, je le sens frustré. Je sens frustré. Hein? Je sens frustré aussi. C'est vrai qu'il a du mal à enchaîner. Physiquement, on sent qu'il est un petit peu emprunté aussi. Dans son rayonnement, je veux dire, il pourrait être beaucoup, beaucoup plus fort. Je pensais presque qu'il allait se prendre deux jaunes. C'est ça, j'ai vu son jaune. Il a eu sa jaune, puis là, il se fâchait. J'ai vu sa frustration. Je l'ai jamais vu à pic comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai vu sa frustration en première période lorsqu'il prend ce jaune-là. Je suis désolé, je vais arrêter de parler parce que je dis tes Non, mais c'est ça. Et c'est vrai, j'ai senti que ça, c'est des signes indicateurs qui font qu'il est un petit peu en retard, qu'il est frustré, qui rouspecte auprès de l'arbitre aussi. Tu sais, je veux dire, on l'a senti là, vraiment, vraiment énervé. Donc, ça aussi, c'est révélateur justement de la santé physique d'un joueur, de la santé mentale aussi. Et je pense qu'on doit compter sur un joueur comme lui pour pouvoir avancer. Sans ça, ça risque d'être compliqué aussi. Alors, c'est au Stade olympique que tout ça va se passer ce samedi. Et entre-temps, Hassoun, aimes-tu ça prendre le bateau? Non. Parce que c'est malheureux ça, parce que là, on s'en va à l'étranger. Allons. You're questioning his impartiality, but there are lots of people who are questioning yours. They are saying that you buckled under pressure from the UK government, the Conservative Party, of which you were once a member, an official, and the right-wing press to take action against Gary Lineker. Is that true? Is it the UK government, the right-wing press, all of that made it different for you this time? This absolutely not. Anyone who knows me, by the way, knows that we are in the BBC and myself are absolutely driven by a passion for impartiality, not left, right or pandering to a particular party. To say, I support your migrant policy, I back it, it's brilliant. He would be taking an opinion. Would you have removed him from the air? I'm not going to go through. I'm not going to go through all the hypotheticals of the past. What I'm going to. What I would say very clearly is we deal with these things on an ongoing basis. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, qui était questionné sur toute l'histoire avec Gary Lineker, qui s'est prononcé sur on peut dire, je pense, future politique de migrants, parce que ça s'enligne pour passer comme une balle au Parlement britannique. Ouais. Ça vise essentiellement à empêcher les migrants qui arrivent par la Manche de demander l'asile au Royaume-Uni. Gary Lineker qui avait dénoncé ça. Gros scandale en Grande-Bretagne. Gros scandale, il a été tassé par la BBC. Et là, M. Davie qui se fait demander, essentiellement, si Gary Lineker avait dit... non, c'est génial, cette politique-là, ce qui aurait été tassé. On sent qu'il patine un peu, mais énorme scandale. Et là, bon, on est lundi, ça a changé. Ça a eu le temps de changer énormément au cours du week-end. Gary Lineker va être à Match of the Day samedi prochain. Il a été réintégré à son poste. On lui a demandé de suivre les règles éditoriales en attendant un examen indépendant des politiques de la BBC sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que la BBC se défend, c'est de dire... Nos employés ont un devoir d'impartialité même sur les réseaux sociaux et Gary Lineker ne l'a pas respecté. Mais Gary Lineker, de un, n'est pas un employé des nouvelles. Et de deux, le scandale que ça a fait, on l'a enlevé de Match of the Day et on a présenté Match of the Day sans commentaire parce que Ian Wright ne voulait plus y aller, Alan Shearer ne voulait plus y aller, plus personne ne voulait y aller en soutien avec Gary Lineker. Ouais. C'est tout un débat, justement, de voir quelle place on attribue et quel droit ont les analystes
de s'exprimer, d'avoir une certaine liberté d'expression. Et je dis certaine, pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, à l'inverse, s'il avait dit que la politique menée par la Grande-Bretagne était exceptionnelle, extraordinaire, est-ce qu'il aurait eu ces problèmes-là? On le saura jamais. M. Davy C'est a ce qu'il refusé dit. de répondre à la question. C'est du cas par cas. Aux questions hypothétiques. Donc forcément, on connaît tous la réponse. C'est qu'il n'aurait eu aucun problème, justement, et qu'il n'y aurait pas eu de débat là-dessus. Donc ça pose la question. Et en même temps, je dois dire que, en tant qu'auditeur aussi, moi j'aime beaucoup écouter les podcasts étrangers, français aussi en l'occurrence. Et c'est vrai que je me suis attaché à certains analystes aussi qui donnaient leur opinion sur le foot de façon brillantissime, de façon extraordinaire. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont émis des opinions politiques, bah, ça m'avait touché, ça m'avait marqué et je dois admettre que je les écoutais plus de la même façon. Donc, mais en même temps, quand tu commences à écouter Gary Lineker, tu sais un peu dans quoi tu t'embarques. Il ne s'est jamais caché quand il s'agit de ses opinions politiques. La question des réfugiés, ça lui est très cher. Tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est vrai. Normalement. Normalement, c'est vrai, à 100%. Mais en même temps, disons que tu es apolitique et que tu veux regarder un simple match de soccer à la BBC. Mais il l'a pas fait à Match of the Day. Bien sûr, il l'a fait sur Twitter. Passé non plus. Il l'a fait sur Twitter, c'est vrai. Mais tout est lié aujourd'hui, tout est interconnecté et on regarde Twitter autant qu'on regarde la télé, si ce n'est plus. Donc forcément, bah, quand tu as les analyses derrière, bah, tu as tendance à penser justement à la politique qui défend ou à son interprétation. Et c'est vrai que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais c'est des choses qui m'interpellent et je me suis posé la question. Est-ce qu'un athlète a droit d'avoir une opinion politique public? Est-ce qu'un commentateur ou un analyste a droit d'émettre des commentaires politiques ou publics? As-tu 3-4 heures à passer là-dessus aujourd'hui? Mais c'est vrai, mais moi je trouvais que c'était justement intéressant de le voir de cette façon-là, de se poser la question au moins et de se dire bah, quelle est la meilleure façon finalement de s'exprimer et de savoir quel droit on a en tant qu'athlète, ancien athlète pour moi en tout cas, je me pose la question pour moi aussi, ou en tant qu'analyste. Tu te poses la question, mais es-tu arrivé à une piste de réponse? Bah, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai beaucoup de discussions autour de ça, à savoir est-ce que les gens seraient contents de savoir mes opinions politiques, de savoir ce que je pense réellement du gouvernement actuel au Québec, par exemple, pour aller droit dedans. Est-ce que je voterais pour Legault? Est-ce que je voterais pour un autre parti? Déménage dans ma circonscription. Tu vas avoir cette occasion-là aujourd'hui. Exactement, c'est vrai en plus. Mais tout ça, je pense que c'est quand même une sacrée discussion et je peux comprendre que ça pourrait heurter finalement l'auditoire, mais je prends le parti d'avoir une certaine réserve sur certains sujets politiques qui peuvent être vraiment, vraiment sensibles auprès de certaines personnes parce que j'ai envie de respecter la volonté des gens de s'intéresser à un simple match de foot, à une simple rencontre sportive qui est tout simplement leur soupape finalement du quotidien. Peut-être qu'ils en ont assez de la politique toute la semaine pour qu'on leur rajoute aussi le week-end. Donc pour répondre à ta question, même si elle n'est pas tranchée, je prendrais quand même ce parti d'avoir une certaine réserve et de me dire, bah, écoute, on m'a employé pour parler de soccer, pour parler de mon expérience. Si je ressens l'envie de parler de choses plus sensibles ou plus généralistes ou plus politiques, je le ferai d'une certaine façon, mais quand on parle du foot, je parle de foot tout simplement et c'est c'est la voie que j'ai choisie. En tout cas, s'il restait un quelconque doute sur Gary Lineker, parce que bon, il a été réintégré à son poste, il sera là samedi, mais sur Twitter, ça a été fait conjointement. Là. La BBC et lui ont publié un communiqué, mais Gary Lineker a pris la peine de préciser, et je le cite, là, les derniers jours ont dû être difficiles, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui s'en va trouver refuge loin de chez lui pour fuir la persécution ou la guerre. Donc, on suit les lignes éditoriales, mais on se garde une petite marge de manœuvre aussi. Heureusement pour toi, Asun, le Paris Saint-Germain, ça, c'est pas un sujet politique, puis il n'y a aucune réserve à y avoir. C'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a de manqué à ce pays? Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum c'est ça, c'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat. Notre quotidien, c'est le championnat. Ouais. Hein?
Le PSG qui a été vaincu de manière assez piétonnière par le Bayern de Munich. Le Bayern qui assoit sa supériorité et qui va continuer à l'asseoir parce que là, en plus, we're breaking news. Je viens de recevoir le communiqué. Le Bayern qui s'associe au LAFC pour développer des talents. Hey, ça va être... la game vient de changer, comme on dit. Ouais, exactement. Donc, 2-0, total début à Sun. J'ai même pas le goût de te poser de questions. Go! Vide ton sac sur le Paris Saint-Germain. Non, mais Mbappé est très dur dans son constat, là. Mais oui, mais... On est dans les constats durs aujourd'hui. Il y a de quoi, et on l'a vu. On le voit dépité tout simplement à son visage. Le premier mot qui est sorti, c'est un mot, c'est... limite, qu'est-ce que je fais là et je pense que c'est difficile parce qu'après plus de 10 ans maintenant que QSI, que le Qatar est au Paris Saint-Germain, je veux dire, on a l'impression que chaque année il y a un bilan tout simplement et qu'on répète les mêmes erreurs. Moi je suis juste consterné par la politique menée par le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il y a pas donc c'est politique. Okay. Oui, c'est pour ça que je disais ça l'est quelque part parce que je veux dire, t'amasses des joueurs extraordinaires, qu'est-ce que sont Messi, Neymar et Mbappé. On a l'impression que le quatrième joueur, ce serait Mickey Mouse, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de politique sportive, que l'idée, c'est comme à Walt Disney, c'est de venez vous amuser au Parc des Princes, venez, on a Neymar, venez, on a Messi, venez, on a Sergio Ramos. C'est pas Florentino Pérez à l'époque de Zidane qui disait « Hey, ce qu'on devrait faire, on devrait mettre 10 de nos joueurs, puis le 11e, ce sera un membre du public différent chaque semaine. » Mais en soi, ouais, quand tu regardes ça, c'est ça. Mais je veux dire, il n'y a pas de cohérence dans ce PSG-là. Et les supporters du PSG sont juste dégoûtés aujourd'hui parce que ils ont l'impression qu'on utilise leur club pour du mercantile simplement, faire des boutiques sur la 5e avenue à New York, avoir un rayonnement planétaire, faire du soft power pour le Qatar, mais que sportivement, écoutez, vous êtes content, pas content, nous on n'en a rien à faire en fait de votre 8e de finale, quart de finale ou demi-finale. Nous, l'important, c'est que le PSG rayonne. Et là, il y a un problème, c'est que sportivement, tu résonnes plus. Tout le monde est perdu. Tu regardes le banc du Paris Saint-Germain comparativement au banc du Bayern Munich. Tu as compris pourquoi tu as perdu, tout simplement. Tu peux pas passer. Et mettre autant d'argent sur 3 joueurs et dire notre politique sportive, c'est 3 joueurs extraordinaires et le reste, on verra, tu peux pas, tu peux rien construire là-dessus. Donc, c'est difficile. Paris, je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils veulent faire, je sais pas si le Qatar veut réellement rester. On sait qu'ils s'intéressent à d'autres clubs, à Manchester United entre autres. Est-ce que le Paris Saint-Germain est encore leur volonté aujourd'hui ? La Coupe du Monde est passée, ils ont eu leur Coupe du Monde, ils ont eu leur petit jouet. Mbappé va-t-il rester aussi ? Moi, Paris, c'est un club un peu particulier, vraiment. Tu es en train de dire que Lionel Messi, pour gagner une autre Ligue des Champions, faudrait qu'il vienne en MLS gagner celle de la CONCACAF? Pourquoi pas, ouais. Je pense que ouais. Parce que là, ça n'a pas l'air parti pour au PSG. Là. Je le vois pas. Je veux dire, renouveler, s'ils renouvellent au PSG, je peux te dire que là, il y a scandale. Là. Les partisans, ils vont les trouver vraiment. Donc, je pense que... Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Parce qu'on... Je veux dire, on a vu ce qu'a donné Messi. Messi, je veux dire, c'est le meilleur joueur de l'histoire avec Cristiano Ronaldo. Pour que mes amis ne lâchent pas. Les gars... Messi est le meilleur joueur de l'histoire avec Cristiano Ronaldo. Voilà. Ça, c'est pour tous mes amis et joueurs. Un rire dans la régie, là. On t'oublie pas, Cricri. Donc, Messi est le meilleur joueur de l'histoire avec Cristiano Ronaldo. Et je pense vraiment qu'il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Mais je veux dire, au vu de ce qu'il a donné pendant 2 ans au Paris Saint-Germain, le voir renouveler une 3e saison, ce serait vraiment, vraiment compliqué parce que le rendement n'a pas été à la hauteur. Ça a été extrêmement compliqué. Et je pense que même pour lui, en fait, ce serait beau de pouvoir, pourquoi pas, retourner au Barça, finir au Barça sur une saison et faire un adieu grandissime au Barça. Mais avec quel argent? L'argent qu'ils vont récupérer ou les amendes qui sont en train de se faire poursuivre. Exactement, là. oui. Ça va pas bien. C'est vrai. C'est vrai que c'est très compliqué pour le Barça,
mais pour le lui... Real Madrid dit qu'il pourrait les poursuivre. Exactement. Ça va être Je pensais que c'était des amis, eux autres, dans les bureaux. Des amis, tu dis? Dans les bureaux, pas sur le terrain. Très compliqué, ça va être très très compliqué pour le Barça, c'est vrai. Mais, ouais, mais cette avenue-là, ou alors aller en MLS, et oui, comme tu l'as dit, venir s'amuser entre guillemets ici et développer sa marque en Amérique du Nord, ce serait une idée. Mais 3e année au Paris Saint-Germain comme ça, je te l'annonce tout de suite, les partisans, non, ça passera pas. Ça passera pas du tout, c'est sûr. Eh ben. Ouais. Eh ben. Dire non à Messi, qui l'eût cru? Regarde. C'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Hey, on va finir en France très rapidement. Juste un petit dernier sujet, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On parlait de Corinne Diacre, on parlait du comité exécutif de la FFF. Ben, ça s'est passé. Elle a été congédiée jeudi, et j'ai 2 citations pour toi. Citation du communiqué de la FFF. Vas-y. Les nombreuses auditions menées ont permis d'établir le constat d'une fracture très importante avec des joueuses cadres. Ah oui? Et mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau. Cette fracture a atteint un point de non-retour qui nuit aux intérêts de la sélection. Attends, on parle de la fédération française ou canadienne? T'as l'impression que ça pourrait se prêter Je savais que tu irais là. Au Canada, c'est beau, hein? Je le savais. Eh ouais. Donc, c'est le genre de constat qu'on dresse maintenant aussi en France. Et la deuxième, le COMEX, le comité exécutif, a par ailleurs constaté que la manière utilisée par les joueuses pour exprimer leurs critiques n'était plus acceptable dans l'avenir et compte proposer dans la gouvernance de l'équipe de France féminine une mission complémentaire entre le COMEX et le ou la sélectionneur-sélectionneuse. Eh ben, ce n'est plus acceptable de faire ça, de dénoncer des pratiques qui ne fonctionnent pas, des pratiques qui mènent à ce que la sélectionneuse s'en aille. Vous aviez raison, mais pas comme ça. Pas comme ça, tout simplement. Bah écoute, je reviens avec la même question que l'autre fois. Là. Oui. Mettons que Mbappé, Pogba puis Varane, ils utilisent cette manière pour exprimer leurs critiques. Est-ce qu'on leur répond comme ça? Absolument pas. Très bien. Je voulais juste qu'on soit sûr qu'on parlait le même langage. Et ça nous fait, ça fait notre petit tour d'horizon de l'étranger. Et on va revenir la semaine prochaine. Il n'y a pas de comité cette fois-ci. Ce sera, je pense que ça va être moins politique cette fois-ci. Mais on va revenir sur l'ouverture locale du CF Montréal, assurément, le doublé de Joaquin Torres. Je l'ai dit, le doublé de Joaquin Torres. Et voilà, je pense qu'on aura encore beaucoup de stock à se mettre sous la dent. Assoun, toujours un plaisir. Merci Olivier. Merci. Merci beaucoup. Malgré on a failli faire tout le balado sans mentionner Cristiano. Alors voilà. Merci à Jacques-Alexis Assouli derrière la console. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et de nous avoir écrit. On a hâte de vous lire aussi la semaine prochaine. Et on vous revient pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.